Donc, dans une société proactive du multiculturalisme, dans une société exemplaire en matière d'intégration, dans une société qui promeut les droits et libertés individuelles, le racisme systémique représente-t-il un mythe ou une réalité? Donc aujourd'hui avec nous sur ce sujet, on a M. Will Prosper, documentariste militant des droits civiques et humains, ainsi que cofondateur de Rootstock, qui va nous éclairer sur le sujet. Okay. C'est bon à savoir ce dont à quoi je parlais. Je m'excuse, je suis pas mal fatigué, j'ai perdu ma voix aussi, donc j'ai essayé de la récupérer. Il y a beaucoup d'actions qui se passent dernièrement, surtout en lien avec le racisme systémique. J'ai perdu ma voix dans les manifestations contre le décès de Pierre Corialan, qui a été abattu par la police du SPVM il y a environ une semaine et demie de cela. Et on a organisé une marche au centre-ville, justement, à sa mémoire, où on s'est promené, puis on est monté sur le stage du festival de jazz pour dire que, regarde, vous regardez des spectacles, mais personne ne regarde des spectacles de la brutalité policière dans nos rues à chaque jour, où est-ce qu'on subit des contre-coups à chaque journée, ainsi de suite. Et ça aussi, il faut que vous regardez ça. Les gens qui se font tuer dans notre communauté, c'est pas normal. Les gens qui se font arrêter, qui se font interpeller de manière abusive par la police, c'est pas normal non plus. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Et en plus, le plus important aussi, c'est qu'on est dans un festival de jazz. Et jazz is black. C'est important de s'en souvenir aussi. Le jazz, c'est à l'origine de la musique de noir. Et même la fondation du festival de jazz, à l'origine, ça a été fait par des Haïtiens qui ont créé ce festival-là. Et les gens l'oublient souvent et ça a été récupéré par la suite. Et les récupérations, justement, on appelle ça la réappropriation culturelle. C'est quelque chose qu'on voit constamment aussi dans nos communautés et sur laquelle il faut se battre. Alors, on parlait de la question de la langue française. On parlait un peu comment préserver aussi la langue française. On mentionne souvent. Moi, je regarde les différents combats qu'on peut faire ensemble, parce qu'il y a une intersectionnalité où il y a plusieurs luttes qu'on peut se regrouper ensemble, mais l'intersectionnalité, c'est quand on est affecté de plusieurs niveaux par quelque chose. Et les Autochtones, présentement, il y a 11 nations autochtones au Québec. Il y a 11 nations qui doivent préserver leur langue, qui sont beaucoup plus à risque que la langue française ici au Québec. Si la population québécoise se disait « on va commencer à protéger leur langue pour s'assurer que leur langue soit préservée », ça serait des moyens et des tactiques et des méthodes pour savoir comment protéger leur langue française par la suite. Mais on ne s'adresse pas à ces enjeux-là. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne commence pas à essayer de protéger les langues autochtones? Et après, on va avoir le blueprint, comme on dit en bon français. On va avoir le canevas de protéger la langue française si jamais elle est menée à risque, et ainsi de suite. Parce qu'on dit souvent aussi en Amérique qu'on est le seul bastion, le seul îlot où est-ce qu'il y a la langue française. Mais c'est pas vrai. En Haïti, on a le même nombre de populations qui parlent français aussi. Pourquoi on ne crée pas plus de liens avec les Haïtiens? Il y a la Martinique, il y a d'autres endroits en Amérique, il n'y a pas juste le Québec qui parlent français. Qu'est-ce qu'on fait pour ces endroits-là, pour parler avec eux, pour avoir des conversations, pour essayer de protéger justement cette langue-là dans cet îlot des États-Unis? Gabriel le disait un peu aussi tantôt, la culture américaine, elle est états-unienne, je préfère dire, parce qu'américain, pour moi, je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on est en Amérique du Nord, donc on est en Amérique, donc c'est quoi un Américain? Déjà, c'est problématique. Donc, disons, la culture états-unienne, elle envahit beaucoup. Et quand on ne se voit pas dans la culture québécoise, quand on se sent absent complètement dans les médias, dans les arts, dans le théâtre, dans les films, dans tout ce qui s'ensuit, ben on va se tourner vers quoi? On va se tourner vers ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut se voir. Donc, où est-ce qu'on peut se voir, c'est la culture états-unienne. Et la culture états-unienne peut être très violente aussi pour beaucoup de nos jeunes. Moi, je trouve que particulièrement dans les communautés noires, c'est pas la meilleure représentation qu'on va avoir de cette culture-là. Et je la trouve très dommageable quand il y a des jeunes qui vont participer à certaines choses parce qu'ils se sont guidés vers ce que les États-Unis font. Mais si ici, on prenait le temps, pas d'inclure, mais de faire participer, parce qu'on est déjà là, donc c'est d'inclure quelque chose qui est déjà là, mais de faire participer, de faire une plus grande place aux gens issus de la diversité, on irait se reconnaître. Parce que les jeunes à Montréal-Nord, présentement, il y en a beaucoup qui vont chanter ou qui vont rapper en anglais. Parce qu'ils rappent en anglais, parce que quand ils regardent le rap ici en français, ben on voit que c'est juste des blancs. Donc on se dit, ben je me vois pas là-bas, je peux pas me reconnaître, donc je vais chanter en anglais comme je me vois aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est le rap? C'est de la poésie. Okay? Cette poésie-là, c'est quoi? C'est des lettres, c'est de l'écriture. Et quand on a cette compréhension de cette écriture-là, c'est quelque chose qu'on peut même enseigner dans les écoles. Si ça rejoint les jeunes, pourquoi on n'en fait pas plus du rap dans les écoles en français pour inclure justement cette diversité-là? Et les jeunes qui se tapent des écoles, qui se tapent. Je dis stop parce que c'est vraiment se taper. Moi, j'allais à Quelque-Chose-à-la-Vallée, puis je me tapais du temps qui était vraiment long, puis je trouvais ça vraiment pénible dans les écoles. Mais quand tu fais des cours de français, si tu imagines que ton prof va te faire un verse en rap de
IAM, disons, d'un groupe un peu plus connu à Akhenaton, des gens de la sorte, ainsi de suite, puis même des groupes récents d'aujourd'hui, les gens vont faire « Oh, OK, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. » Ils vont s'intéresser au français par la bande, ils vont s'intéresser à l'écriture, ils vont s'intéresser à la poésie. La poésie, elle se transforme au fil du temps. Donc, il faut qu'on s'adapte aussi à nos manières au fil du temps et essayer d'inclure une plus grande présence de ce que les jeunes, ce que les gens regardent aujourd'hui. Et en faisant cela, à ce moment-là, on va faire rayonner le français. Donc, je ne parle pas trop de racisme systémique encore, mais ça en fait partie, c'est tout dans mon discours. Moi, je peux vraiment aller dans tous les sens. Donc, tout ça pour revenir à Pierre Corianon et tous les événements qu'on fait. Il y a la Saint-Jean-Baptiste aussi, puis c'est un événement que j'organise tantôt, où est-ce qu'on va voir à la Maison d'Haïti les jeunes qui ont participé au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. J'imagine que vous avez tous vu les images qui ont circulé partout à travers le Québec, des images violentes, des images que tout le monde ont partagées et ont dit « OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici ». Ce que les organisateurs et les organisatrices n'ont jamais vu. Donc, pourquoi les organisateurs et les organisatrices n'ont jamais vu ce que tout le monde a ressenti par la suite? Il y a un manque de présence encore dans les hiérarchies ici. Donc, les gens qui organisaient cet événement-là, c'est des gens qui sont homogènes. Donc, quand tu as des gens qui sont homogènes, ça fait en sorte que tu n'as pas ce petit déclic-là qui va faire en sorte que tu vas favoriser qui va avoir un regard qui va être critique sur ce qu'on a vu, ce que tout le monde a été choqué, et ainsi de suite. Et il y avait une étude qui est quand même assez intéressante aussi, qui disait que plus on va avoir de diversité dans des entreprises, plus cette entreprise-là va fructifier. La raison étant, c'est qu'on a une divergence ou une différence d'opinion. Donc, quand tu as plusieurs opinions qui sont différentes, on ne parle pas toujours des mêmes sujets. Donc, on commence à augmenter notre spectre, nos spectres en fait, et à ce moment-là, on commence à diversifier nos différents produits, les choses qu'on veut mettre de l'avant, et nos idées surtout. Donc, on n'a pas des idées qui restent toujours les mêmes, et ainsi de suite. Donc, quand on reste toujours dans les mêmes idées, on fait un peu de statu quo. Et c'est ce qui permet justement de favoriser une plus grande expansion des différentes compagnies, et ainsi de suite. Donc, pour revenir au défilé de la Saint-Jean et ces images-là, ce que je trouve qui était encore plus choquant à ce moment-là, c'est que les jeunes, eux, ils sont allés de bonne foi. Ils croyaient à faire rayonner leur école. Ils ont dit, moi, je participe à cet événement-là, je vais faire de mon mieux pour bien représenter mon école. Je viens de quartiers qu'on défavorise. C'est pas un quartier défavorisé parce qu'on le fait intentionnellement. On est en train de défavoriser certains quartiers. On ne donne pas accès à certaines personnes aux mêmes enjeux, aux mêmes enjeux financiers. On ne débourse pas les mêmes choses pour des raisons politiques qu'on pourra reparler après si on veut. Mais ces jeunes-là, eux, ils ont dit, moi, je vais participer à cet événement-là. Et par la suite, tout le monde, il y a une tollée nationale. Et qu'est-ce que les gens, les organisateurs ont fait de la Saint-Jean-Baptiste? Ils ont dit, on va prendre le coach pour venir nous défendre. Le coach, lui, il a juste amené ces jeunes pour venir participer à pousser des chariots. Et on dit, on va mettre le coach de l'avant pour dire, mais pourquoi tu étais là? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi vous n'avez pas vu ce que tout le monde a vu? C'est le fait qu'il y avait 4 jeunes racisés, 2 noirs et d'autres personnes en arrière, qui poussaient ce chariot-là pendant qu'il y avait comme une princesse qui défilait, qui était en train de chanter, et les autres qui s'amusaient à chanter « Gens du pays ». Non, mais c'est vrai, c'est une belle chanson. J'ai rien contre la chanson, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais eux, ils s'amusaient allègrement. Et les seuls qui faisaient un dur labeur, qui travaillaient fort, c'était les gens de la diversité. Et après ça, le défilé, il va dire « Ben nous, on a fait participer à la diversité, on était contents. » La diversité, elle était où dans ce portrait-là? Si on avait mis des personnes qui étaient issues de la diversité, 3 personnes racisées, ainsi de suite, peut-être qu'il n'y aurait pas une tollée. Mais pour moi, ça aurait été problématique encore, parce que c'est quoi inclure véritablement la diversité? C'est de faire en sorte qu'on parle de Mathieu Dacosta. C'est qui Mathieu Dacosta? Ben, c'est lui qui est arrivé en même temps que Samuel de Champlain pour découvrir Québec, ainsi de suite. C'est un noir, c'est un interprète, c'est lui qui parlait avec les personnes autochtones. Pourquoi lui, on n'a pas un tableau de lui qui est sur un chariot pour comprendre que, hey, ils sont là depuis le début aussi, ces personnes-là. Les personnes autochtones aussi, pourquoi elles n'étaient pas autant présentes? On va célébrer le 375e de Montréal. Je vous rappelle l'annonce du 375e de Montréal, où est-ce qu'il n'y avait pas d'Autochtones, il n'y avait pas de personnes racisées. C'est un Montréal que je n'ai jamais vu. Moi, je me promène dans la rue à Montréal et je ne vois pas le Montréal du 375e. Et là, tout le monde était disparu, tout le monde était complètement effacé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui organisent ça? Mais encore, quand on regarde la hiérarchie, c'est quoi? C'est encore homogène, c'est tout le même type de personnes. Et ça, c'est problématique. Il faut s'attaquer au problème en haut. Il faut vraiment essayer de changer cette structure-là qui fait en sorte qu'il réplique des enjeux qui sont liés avec le racisme systémique. Donc, et c'est la même chose pour les partis politiques, parce qu'on regarde les partis politiques, c'est pas juste de mettre des gens de l'avant, dire moi j'ai une personne noire dans ton parti, j'ai une personne d'origine marocaine dans ton parti.
Comment est faite ta structure? Qui est en haut? C'est quoi la hiérarchie? Qui fait partie du conseil exécutif? Qui sont ces gens-là? Si ces gens-là sont absents dans ta structure hiérarchique, c'est tout autant problématique. C'est pas parce que tu mets 2-3 personnes comme étant des faire-valoir que ça résout les problèmes à l'interne, parce qu'il faut aussi mettre des plateformes qui luttent contre le profilage racial, le racisme systémique, toutes les choses qui s'en suivent. Donc ça, c'est tout aussi important. Donc tout ça pour dire, vous voyez, je peux faire vraiment partir un peu partout, tout ça pour dire qu'on organise aujourd'hui avec les jeunes pour le défilé de la Saint-Jean, pour les revaloriser, pour ramasser de l'argent pour ce qu'ils voulaient faire au début, pour la persévérance scolaire, pour pouvoir participer à certains tournois, pour avoir des tuteurs, pour avoir des gens de la sorte. Parce qu'il est vrai aussi, moi je coach à Henri Bourassa au football, je coach dans une école, je travaille dans une école dans le nord de Montréal, et il est vrai que nos écoles sont vraiment défavorisées, mais il est vrai aussi qu'il y a une absence des parents dans toutes les structures de l'école. Et souvent, quand les écoles sont beaucoup plus racisées, avec des personnes qu'on racise, il y a encore une plus grande absence. Et ça fait mal à beaucoup de niveaux. C'est pas rare de voir, quand je participe à un tournoi de basketball, on sera en finale, et j'apporte toute mon équipe aussi fièrement que ça peut l'être. Les filles sont contentes d'être là. Je vois 0 parents dans les estrades. Et j'imagine même pas qu'est-ce que ça fait aux enfants. Il faut comprendre, je veux comprendre qu'il y a des réalités aussi pour les parents qui font en sorte qu'ils sont peut-être pris à travailler, ils sont peut-être pris avec d'autres enfants, et ainsi de suite. Mais ce support-là, il est tout aussi important. Il faut vraiment s'assurer d'en parler entre nous, entre communautés, et ainsi de suite, pour dire qu'on doit changer ça. Donc ça, c'est un épisode de la Saint-Jean, l'autre l'épisode de Pierre Coriolan. Maintenant, je pourrais parler du safari, bien sûr. Maintenant, encore une fois, un scandale, parce que le racisme systémique ne prend pas de pause, mesdames et messieurs. Et on est toujours pris à y répondre, on est toujours pris à y travailler, on est toujours pris à essayer de trouver des moyens pour le combattre et à s'organiser, à lutter contre ça. Et on le fait de plusieurs manières. On regarde avec Haroun, on a parti la coalition pour l'égalité et contre le racisme systémique. Ça fait 1 an et demi qu'on militait, pratiquement 1 an et demi, 1 an et quelques mois qu'on militait par rapport à ça. Et le gouvernement attendait toujours avant d'être favorable à cette idée-là, jusqu'à temps qu'il y a eu les attentats de Québec. Quand il y a eu les attentats de Québec, ça a vraiment changé un peu la donnée. Ça dit que, il y a une problématique, il faut qu'on commence à s'adresser aux enjeux. Et nous, ce qu'on disait depuis longtemps, et Haroun le dit souvent aussi, c'est que qu'est-ce qui s'est produit aux attentats de Québec, à la mosquée? Pourquoi il n'y avait pas eu plus de protection auparavant? Parce que la mosquée a subi des graffitis. Ils ont eu une tête de cochon qui a été mise sur la porte. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites que les gens n'ont jamais réagi ou pris des moyens pour essayer de prévenir ces incidents-là. Donc cette prévention aussi doit se faire. Mais c'est des enjeux pour qui les gens de la communauté québécoise et les Blancs, ainsi de suite, il y a une moins grande sensibilité à l'égard de ces enjeux-là. Et ça, il faut essayer de changer ça. Il faut comprendre que c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des amis, c'est des collègues. Il faut comprendre que c'est le même type de personnes qui en font partie. Et une fois qu'ils vont commencer à avoir cette compréhension-là, mais peut-être on ne se rendra pas jusqu'à un incident de la sorte. Je ne pense pas que c'est toujours évitable, mais je pense que parfois, il faut vraiment axer nos différentes luttes pour arriver à combattre ça. Et ça ne se fait pas seulement au niveau politique, parce que nous, on le fait de plusieurs manières. On attend souvent les partis politiques pour essayer de nous aider à nous appuyer dans des luttes. On va attendre après les libéraux, on va attendre après Québec solidaire, on va attendre après le NPD, on va attendre après telle personne. Et moi, je ne suis plus dans cette mouvance-là. Moi, je suis dans la mouvance qu'on se prend en charge, qu'on se prend en main, qu'on fait nos actions. Et présentement, en lien avec les attentats de Québec, il y avait Mamadou Tanouk Bari, qui est décédé, qui était de la Guinée. Et lui, il avait un rêve. Son rêve, c'était de faire des puits en Guinée, dans son village, pour donner l'accès à l'eau. Donc, quand on tue une vie, on sacrifie un paquet de vie alentour. Et nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, on va prendre les moyens pour essayer de faire en sorte que son rêve, son legs, puisse se matérialiser. Donc, on a lancé une campagne de subvention, une campagne de sociofinancement pour essayer de ramasser de l'argent pour que son rêve puisse se concrétiser. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, est-ce que vous avez entendu cette campagne-là ou bien? Non? Non, bon. Ben, il y a une campagne dans les journaux dernièrement, il y a eu un article dans les journaux qui faisait mention de ça justement. Et il faut aussi qu'on s'informe par rapport à ça, parce que si vous voyez qu'est-ce qui s'est passé, vous avez sûrement lu différents articles pour voir qu'est-ce qui est arrivé à la plupart de ces 6 victimes-là. C'était quoi leurs rêves, c'était quoi leurs aspirations. Et il faut qu'on arrive à s'impliquer le plus possible aussi pour participer à ces actions-là, pour essayer de faire en sorte de dire, bon, on va changer ce discours-là, on va forcer la société québécoise à regarder qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils essaient de construire. Et c'était des gens qui s'impliquaient au sein de leur communauté, mais ici aussi, mais aussi à l'extérieur. Donc nous, c'est vraiment le type de legs qu'on essaye de faire. Maintenant, avec la famille Coriolan qui a été tuée par la police du SPVM, on travaille avec eux aussi pour essayer de les épauler, parce que c'est pas un parcours qui est facile pour une famille qui perd un proche en lien avec la santé mentale. Pierre Coriolan, là, lui, avait 3 prises qui étaient contre lui. Les 3 prises, c'est quoi? C'est la classe sociale. Ça, c'est une prise qu'on vit souvent contre la police, contre la société, contre nous.
Après ça, c'était la santé mentale. Donc, les enjeux de santé mentale ici sont tellement maltraités, ça n'a absolument aucun bon sens. Si on regarde les prisons fédérales, il y a environ 33% des prisonniers et prisonnières qui consomment des médicaments dans nos prisons. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de criminaliser la santé mentale, au lieu de s'en occuper en amont. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il faut qu'on commence à travailler avec ces enjeux-là. Et le troisième, bien sûr, son appartenance raciale. Donc, quand on est une personne racisée, qu'on racise, tu as plus de chances d'être interpellé par la police. Tu as 7 fois plus de chances d'être interpellé par la police, puis d'être arrêté pour possession de marijuana, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont fumer ces choses-là. Et malgré tout, ils ne se font pas arrêter, mais ils sont plus surveillés. La première raison pourquoi dans nos quartiers, partout à travers le Canada, qu'il y a une plus grande présence policière, est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que c'est le taux de criminalité? La drogue. C'est la drogue? C'est la drogue, ça pourrait être la drogue. La première raison pourquoi il y a plus de policiers dans nos villes partout au Canada, il y a une étude de McGill qui est sortie en 2015. C'est quoi? La première raison, c'est le nombre de personnes racisées dans ces villes-là et les personnes autochtones. Ça n'a rien à voir avec le taux de criminalité, ça n'a rien à voir avec la drogue. Et quand il y a plus de personnes racisées et quand il y a plus de policiers dans ces quartiers-là, tu vas avoir plus de gens qui se font criminaliser à cause de leur couleur de peau. Moi, ça fait longtemps que je me bats contre la banque de données du SPVM qui a compilé 10 000 noms de gens associés avec les gangs de rue. Et dans cette proportion, il y en a environ 75% qui sont des Noirs. Ça voudrait dire que pratiquement un jeune sur 3, un jeune sur 5 noirs qui est âgé de 16 à 30 ans fait partie de la banque de données du SPVM qui est associée avec un gang de rue. Et ça, quand vous vous promenez partout à Montréal-Nord, j'ai grandi à Montréal-Nord, je suis allé à l'école Caïque-Saint-Lavallée, donc je suis content de savoir que toi, c'était en voir ça. Et quand on a accès à ce type d'informations-là, et quand il y a des jeunes qui sont autant présents que ça dans cette banque de données du SPVM, qu'est-ce que ça veut indiquer? Ça veut dire que ce jeune-là, le jour qu'il va vouloir aller comme douanier, il va être refusé. Le jour qu'il va vouloir être policier, il va être refusé. Le jour qu'il va aller dans un poste qui requiert des niveaux de sécurité, parce que la police, ces endroits-là, ils font des enquêtes de sécurité, donc à ce moment-là, ces gens-là vont être refusés. Mais encore pire, si moi je veux devenir policier, je dois faire des références. Je dois demander des références, donc je dois demander à 3-4 personnes de mon entourage de les présenter comme références qui vont témoigner que je suis une excellente personne, formidable et ainsi de suite. Donc je donne 3-4 noms. Mais je ne sais pas si ces gens-là font partie de cette banque de données-là. Donc, ça veut dire, si cette personne-là fait partie de la banque de données, je viens de perdre ma job ou ma possible job. Donc, après ça, on se demande pourquoi, dans les 2 dernières années, le nombre de personnes noires au sein du SPVM a baissé. Alors qu'eux sont supposés mener des campagnes pour essayer de faire en sorte que ça augmente, mais ça a baissé dans les dernières années. Mais quand tu as une banque de données de 10 000 noms de personnes associées aux gangs de rue, c'est problématique. Il faut faire attention maintenant aussi. Le nom gang de rue, quand on y pense, ça veut dire quoi? Gang de rue, c'est hashtag noir. Dans notre tête, c'est la première chose. À autant faire sans nom, on pense tout de suite au noir. Les noms sont dangereux. Il faut combattre ces noms-là. Si on veut parler de délinquance, on parle de délinquance. Parce que les gangs de rue, on associe ça comme si c'était l'affaire, comme si c'était des motards, le crime organisé, c'était la mafia, et ainsi de suite. Les gangs de rue, c'est de la jeune délinquance. Parlons de jeune délinquance. Quand on parle de jeune délinquance, on inclut tout le monde et on combat ça ensemble. Parce qu'après ça, on tombe prisonnier de nos yeux. On parle de radicalisme. Radicalisme, ça veut dire quoi? Hashtag musulman. Et quand on rentre dans ce discours-là, on dit radicalisme, on fait la lutte au radicalisme, on est en train de cibler toute la communauté arabo-musulmane et ainsi de suite, et on met tout le monde dans le même paquet. Et ça devient tout aussi dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut solidariser les luttes. Quand vous voyez des gens qui se battent contre les gangs de rue, vous dites, OK, ils sont en train de dire que ça, on doit essayer d'empêcher ce type de terminologie-là, on doit combattre cela. Mais quand on tombe dans le radicalisme, pourquoi vous n'étiez pas là avec nous pour se battre contre ça aussi? Parce que moi, je vais être là, je vais me battre avec vous contre le radicalisme, c'est sûr et certain. Mais il faut s'assurer qu'on soit ensemble pour solidariser les luttes. Et si on ne le fait pas dès maintenant, ça risque d'être difficile plus tard. Donc, tous ces combats-là, faisons-les ensemble, commençons à unir nos luttes. Et à ce moment-là, on va pouvoir être beaucoup plus efficace quand va venir le temps de mettre des actions conjointes à lutter contre ce qui s'est passé au Parc Safari, ce qui s'est passé à différents endroits, ce qui se passe contre Pierre Coriolan, ce qui se passe au défilé de la Saint-Jean. Il faut vraiment qu'on s'unisse le plus possible. Et moi, il y a beaucoup de solidarité de lutte que je trouve qui sont vraiment importantes. Les mouvements féministes, c'est les luttes qu'il faut avoir aussi, parce que c'est ces gens-là qui font progresser véritablement les différentes lois, qui font progresser nos sociétés. C'est eux qui sont à l'avant, à l'amont, et qui sont en train de regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos sociétés. Et le fait que les femmes ont un traitement différentiel encore aujourd'hui ici au Canada, il faut vraiment militer dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, mais pour lutter contre cela et ainsi de suite. La même chose pour les mouvements antiracistes. Donc les mouvements antiracistes de toutes sortes, c'est des mouvements qu'il faut joindre, qu'il faut s'impliquer, qu'il faut le faire le plus possible. Solidarité avec les environnementalistes aussi, parce que la réalité veut
veut pas, c'est qu'on est sur une maison. Et notre maison, présentement, on est en train de toute la... ok. Vous avez compris, on est en train de vraiment de mettre le bordel. Ça devient une poubelle et on est en train de faire en sorte que cette maison ne perdure pas. Je sais, en d'habitude, j'aurais sorti quelque chose, vraiment un mauvais mot. Je sais. Voilà, je te remercie. Mais voilà, donc ça, l'environnement, c'est les causes qui sont tout aussi importantes qu'il faut créer des réseaux de solidarité. Et à travers ça, il y a les peuples autochtones. Tu faisais mention des Premières Nations. Il faut créer ce réseau-là avec I Don't Know More, avec les différentes luttes qui sont présentes. Moi, je vais vous donner un exemple qui prouve le racisme systémique assez rapidement. Est-ce que vous vous rappelez, il y a environ 7 ans de ça, il y avait une jeune fille qui était disparue à Trois-Rivières. C'est quoi son nom encore? Cédrica Provencher. Cédrica Provencher, voilà. Je connaissais très bien son nom. Je voulais juste voir si les gens s'en souvenaient, parce qu'on parle toujours de Cédrica Provencher. Maintenant, on a environ plus d'1 millier de femmes autochtones disparues. Quelqu'un peut-il me donner un seul nom d'une femme autochtone disparue ici? Eh bien voilà, c'est ça le racisme systémique. C'est le traitement différentiel qu'on donne à certaines personnes. Cédrica Provencher, elle a eu le traitement normal qu'une personne disparue devrait avoir. Il y a eu des centaines et des centaines de policiers impliqués, des milliers et des milliers de citoyens impliqués. Il y a eu des milliers de dollars qui ont été investis là-dedans. Et on a essayé de tout faire pour essayer de trouver Cédrica Provencher. Maintenant, on a des milliers de femmes autochtones disparues et personne n'est capable de donner un nom. Et ça représente une problématique qui est évidente, que c'est un traitement différentiel des Autochtones et des personnes blanches. Tout le monde devrait avoir le traitement Cédrica Provencher. Tout le monde. Mais ce n'est pas ce qui se passe présentement. Donc ça, c'est un autre type de lutte avec lesquels il faut se solidariser. Les mouvements aussi anti-homophobes, ça c'est tout aussi important. Il faut vraiment lutter contre ça pour l'acceptation de tout le monde. Les mouvements anti-homophobes sont tout aussi importants. C'est des gens qui font partie de nos sociétés tout autant. Et ils vont aller de l'avant avec des idées qui sont tout aussi importantes. Et nous, on essaie de solidariser le plus parce qu'avec ça aussi, puis souvent, il y a des enjeux qu'on ne pense pas qu'on peut faire des liens avec nous autres ou quoi que ce soit. Mais souvent, ces enjeux-là sont tellement près qu'on n'arrive pas à voir, et quand on arrive à solidariser avec ces différentes personnes-là, mais ça fait toute la différence. Et le dernier, moi, c'est celui que j'aime le plus, c'est que quand je regarde comment le monde a été construit dans les 500 dernières années, comment ce qu'on appelle le capitalisme a été fait, mais moi, je trouve que les mouvements anticapitalistes aussi doivent être des mouvements qu'on doit s'accompagner, qu'on doit y participer, particulièrement comme personne noire, quand je regarde ce qu'on appelle la traite esclavagiste négrière, qui a construit véritablement la société capitaliste dans laquelle on a grandi, dans laquelle elle est fondée. Quand on sort du Moyen-Âge, de la monarchie, pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés démocratiques, mais ça s'est fait avec le vol de nos confrères et consoeurs africains qui sont venus ici travailler les terres des Autochtones, voler les terres des Autochtones, piller ces terres-là pour prendre toutes les ressources, pour les ramener, les produits, pour les renvoyer après en Europe, pour pouvoir en bénéficier, construire des institutions, des écoles, des banques, des choses de la sorte. Et ça se fait sur le dos de qui? Ça se fait sur le dos des Noirs, sur le dos des Autochtones. Et aujourd'hui, on continue à construire encore cette société-là sur le dos des Noirs et des Autochtones. Quand on regarde le travail de la police, quand on regarde de où est-ce que la police provient, ça vient des Slave Patrol. Les Slave Patrol, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se promenaient partout. La police des esclaves, disons-le ici, ils se promenaient partout pour aller faire quoi? Pour essayer de dire, oh, toi, tu marches en tant que noir, je veux voir tes papiers, je veux voir de où est-ce que tu viens, je veux voir où est-ce que tu es identifié avec le tatou qu'on t'a mis contre toi, que tu es de tel endroit, tu t'escapes, je disais moi, tu ne te sauves pas, donc c'est correct, mais sinon, je vais essayer de contrôler pour essayer de t'arrêter puis te ramener à ton maître pour faire en sorte que quoi? Que celui-là s'assure qu'il soit toujours sous contrôle. Donc, tu es toujours sous contrôle en tant que personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la police fait dans leur quartier? Ils surveillent pour voir, hey, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier ici? Qu'est-ce que tu fais dans un quartier de riche des fois? C'est la question qu'ils vont poser. Qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas supposé être là? Donc, on est encore sous surveillance, ce même type de surveillance que le Slave Patrol faisait dans le temps. Donc, je pourrais faire encore des liens qui sont encore plus évidents par rapport à ça, mais tout ça pour dire qu'on regarde la constitution du monde capitaliste telle qu'elle a été construite, ça s'est fait au dépens de beaucoup de personnes et ça fait en sorte que ça bénéficie énormément d'autres personnes. Et ça, il faut qu'on finisse par le comprendre parce que quand on dit « Ah, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec la communauté noire, pourquoi ils sont à tel niveau », mais regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et tu vas comprendre que où est-ce que tu es, c'est grâce un peu à la communauté noire, et beaucoup, je devrais dire, et non seulement ça, qu'on arrive encore à être ici, qu'on arrive encore à être gentil avec certaines choses, mais ça, j'arrive pas toujours à le comprendre. Anyways, je vais m'arrêter là-dessus parce que je peux faire encore mieux. Mais merci, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre.